Donc, l'objectif de cette soirée, c'est vraiment d'arriver à vulgariser la blockchain. Donc, c'est pouvoir comprendre le fonctionnement de toutes les crypto-monnaies dont on entend parler en ce moment, Bitcoin, Ethereum, Ripple, vous allez entendre parler, ou on entend souvent parler de ça. L'idée, ce ne sera pas forcément d'évoquer à savoir si c'est une bulle financière ou pas, ce n'est pas notre objectif de ce soir. Mais de vous dire comment devenir très rapidement très riche. Oui, c'est un bien. Mais voilà, donc le but c'est vraiment que vous compreniez un petit peu le fonctionnement et qu'on vous donne les clés, ou en tout cas le jargon, pour comprendre tout ça. Alors, ce que l'on entend souvent à propos de la blockchain, on entend parler de révolution blockchain, on entend aussi la blockchain va disrupter le monde de la finance. On entend également nous sommes devant la blockchain aujourd'hui comme nous étions devant l'Internet il y a 30 ans. Ou encore la blockchain pose les bases du web 3.0. Bon, pour pouvoir répondre à tout ça, ou au moins imaginer tout ça, il faut vraiment comprendre ce fonctionnement. Alors, le déroulé de la présentation, on va commencer d'abord par les origines de la blockchain. Alors, quand on dit origine, forcément on va parler de Bitcoin, hein, c'est la première application de la blockchain, c'est comme ça qu'elle est apparue. Ensuite, on va expliquer la technologie blockchain. Il y aura Michael va nous faire une démo, nous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, on va être plus dans l'état de l'art. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'était le début. Maintenant, comment on utilise la blockchain? Et on verra qu'il existe une blockchain 2.0. Et ensuite, on va se projeter un peu dans le futur avec les technologies naissantes et puis les applications également naissantes et qui donneront peut-être lieu demain à des applications beaucoup plus vastes et beaucoup plus étendues. Alors, le Bitcoin. Donc c'est la genèse de la blockchain, c'est par là que tout a commencé. On va se replacer un peu dans le contexte de l'histoire. On est en 2006-2008. On est en pleine crise des subprimes. Et la banque, par exemple, la banque Lehman Brothers vient de tomber, tout simplement. Et là, on se crée un mouvement, qui est un mouvement crypto-anarchiste qui existe à l'époque, qui vise à étendre les libertés numériques des personnes. Donc, se crée à ce moment-là c'est Satoshi Nakamoto qui en 2008 a créé le Bitcoin et donc la blockchain. Alors, Satoshi Nakamoto, c'est un nom d'emprunt, on ne sait pas qui c'est. On ne sait aujourd'hui toujours pas qui c'est. Ça pourrait être une personne comme ça pourrait être un groupe de personnes. En tout cas, ça n'a jamais été, jamais trouvé quels étaient les auteurs. Et leur ambition a été de créer une monnaie électronique décentralisée. Donc l'idée c'était d'arriver tout simplement à se passer des établissements bancaires, parce qu'on a vu que dans cette période-là, il y avait une défiance envers les établissements bancaires, parfois même envers les États, que l'on pouvait prendre parfois pour complices de ces établissements. Alors, quelles étaient les ambitions du Bitcoin? Quelles sont les ambitions? On va en parler en passé et au présent. C'est de créer une monnaie électronique décentralisée. Alors, par décentralisé, on verra ce qu'on entend par décentralisé après, mondialement disponible, utilisable par tous, s'affranchissant des tiers de confiance. Donc là, on va parler des établissements financiers, banques et autres, dont l'utilisation est sûre, et avec des coûts de transaction soumis à la loi de l'offre et la demande. Donc par ce biais-là, on entend surtout, c'est pas les établissements financiers, on n'est plus dans la logique des établissements financiers qui posent les frais, c'est uniquement l'offre et la demande qui règle tout ça. Et on verra d'ailleurs que le Bitcoin se base essentiellement sur cette loi d'offre et la demande.
Alors, où on en est aujourd'hui du Bitcoin, son utilisation, donc l'adoption et le rejet, on compte à peu près 60 000 marchands qui acceptent sous forme de paiement. Dans les plus connus, on retrouve eBay, Amazon, chambre-privée.com, il me semble aussi. Au final, peu de pays ont posé un cadre législatif sur l'utilisation du Bitcoin. La monnaie reste volatile, hein, on le voit avec le cours du Bitcoin par exemple qui monte et qui descend à vitesse grand V, qui est plutôt en train de monter, mais dont le cours est vraiment instable. L'utilisation du Bitcoin est majoritairement utilisée à des fins spéculatives. Et elle est interdite d'utilisation dans certains pays comme la Chine, la Russie et la Bolivie. On a un peu une idée des pays qui la rejettent et de ceux qui l'acceptent. Alors voilà, on retrouve ici une courbe de l'évolution du prix du Bitcoin en dollars. Là, c'est sur l'année passée. On démarrait en début 2017. Et là, on est en début 2018. Donc, on peut voir la courbe de progression du cours du Bitcoin. Enfin, ça, vous en avez entendu parler, j'imagine, dans les médias. À savoir, tout le monde se pose la question, faut-il investir ou pas investir? Maintenant, on va parler de monnaie électronique. Alors, on parle de monnaie électronique, on a l'impression que le Bitcoin, c'est une monnaie électronique, que c'est nouveau, etc. Il faut savoir que si on prend la masse monétaire en zone euro, qui fait à peu près 11 000 milliards d'euros, il faut savoir que seulement 1 000 milliards d'euros sont frappés en pièces ou en billets. Donc, on retrouve au final une proportion d'à peu près plus de 90% de l'argent que nous utilisons est déjà de l'argent électronique. Quand vous utilisez votre carte bancaire, quand vous faites des virements, quand vous allez sur Internet, vous faites des paiements, ce sont des paiements électroniques. Donc vous utilisez de l'argent qui est électronique. Donc ça, c'est pas nouveau. Maintenant, si on regarde le cas d'utilisation d'un paiement électronique traditionnel, qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve une personne qui désire réaliser un achat. Son achat, à partir du moment où elle va émettre une transaction, la transaction va forcément aujourd'hui passer par une banque. Là, je parle bien du paiement traditionnel, hein, pas par le paiement en le rôle de l'établissement financier, c'est quoi? C'est de certifier que l'argent est disponible sur le compte et qu'il ne peut pas être dépensé deux fois. Ça tendra à dire qu'on crée de l'argent. Donc tout ça, c'est obtenu dans un registre, dans la base de données de l'établissement financier. Et donc voilà, c'est le tiers de confiance qui est la banque sert à ça. Maintenant, quand on parle de paiement électronique Bitcoin, on parle d'un système dans lequel les virements d'argent se fait de pair à pair, donc de personne à personne directement. On n'a plus d'établissement financier qui est là pour nous assurer voilà, que l'argent est disponible, etc. Donc on a un système qui vise également donc, à échanger de l'argent entre les gens directement, les gens ou autres. Alors, comment ça fonctionne la blockchain? La blockchain se base sur un réseau peer-to-peer. Alors, je pense que ça parlera, cette petite icône parlera beaucoup. Souvent, les gens connaissent le peer-to-peer parce qu'ils échangent des documents qu'ils ne devraient peut-être pas posséder. Ou qui veulent voilà, télécharger la dernière version, la dernière saison de Game of Thrones. Donc le réseau peer-to-peer, c'est quoi? C'est tout simplement des nœuds qui sont interconnectés et qui permettent l'échange d'informations. Dans le réseau peer-to-peer blockchain, au sein de chaque nœud, on va retrouver une base de données. Cette base de données, à l'instar des établissements bancaires, dont on sait que les établissements bancaires possèdent à chaque fois des systèmes d'information qui sont propres, avec des bases de données qui sont propres, donc qui ne sont pas du tout les mêmes. Là, dans la technologie blockchain, chaque base de données est un réplica ou une copie exacte des autres bases de données. En tout cas, l'objectif,
de cette techno, c'est de maintenir ces bases de données à jour et à niveau, pour que l'histoire soit la même sur tous les nœuds. Derrière chaque nœud, on retrouve bien sûr des utilisateurs. Et donc, derrière chaque utilisateur, pour que quelqu'un puisse émettre une transaction sous forme de Bitcoin, on utilise un portefeuille électronique. Alors, le portefeuille électronique, qu'est-ce qu'on retrouve dans le portefeuille électronique? Dans un portefeuille électronique Bitcoin, les informations qu'on retrouve, mais la première, la plus importante, c'est un identifiant. C'est même un pseudonyme, plus exactement. C'est ce qui va vous permettre soit d'émettre bien sûr de l'argent, mais aussi de vous faire connaître pour en recevoir. Que si jamais quelqu'un dans la salle veut me faire un virement Bitcoin, j'ai besoin de vous transmettre mon identifiant. Sans cet identifiant-là, il ne saura pas me transférer. Deuxième chose que l'on retrouve, c'est une balance. Une balance de Bitcoin, on ne parlera pas de solde ni de total, on parlera vraiment de balance, et ça j'expliquerai un peu après. Et dernier élément, on retrouve une paire de clés qui va nous permettre de signer électroniquement les transactions. Donc ça va être pour la partie sécurisation des transactions. Et puis une paire de clés publiques, enfin, dont une clé publique et une clé privée. Cette paire de clés nous permettra... alors la clé privée, dans un portefeuille Bitcoin, c'est l'élément le plus important après votre identifiant. C'est ce qui vous permet d'avoir accès à votre portefeuille. Donc il existe d'ailleurs une anecdote à ce sujet où je crois que c'est James Lowen ou quelque chose comme ça, c'est un Britannique qui il y a longtemps avait miné au tout début de Bitcoin, il avait miné l'équivalent de 7500 Bitcoins. Et puis la machine qui hébergeait ces bitcoins, il l'a perdu ou il l'a jeté, je ne sais plus exactement. Et là aujourd'hui, il la recherche activement cette machine. J'ai même entendu dire qu'il serait en train de creuser dans la déchetterie pour retrouver le disque dur qui hébergeait. Voilà. Donc 7700 bitcoins, ça fait à peu près, aujourd'hui, ça fait pas loin de 150 millions de dollars. Ouais, on peut creuser la semaine. Voilà, donc la clé privée, il ne faut pas la perdre. La clé publique, c'est l'information, au même titre que votre identifiant, que vous allez pouvoir émettre à tous pour vérifier que c'est bien vous, en tout cas le possesseur du portefeuille. Alors, là-dessus, on va parler un peu du principe de la signature électronique, on ne va pas s'attarder, mais au moins juste pour comprendre comment on fait pour signer une transaction Bitcoin. Il faut savoir que le principe de la signature électronique, ça se base sur un principe de signature asymétrique qui utilise depuis les années 60-70, 70-80 plutôt. Bon, voilà, c'est la réutilisation de concepts et d'une technologie qui existe depuis des années. Donc là, pour illustrer mon propos, je vais partir du principe qu'il y a un certain François H qui désire envoyer un message à une Julie G. Et Julie G désire être sûre que c'est bien François H qui lui a envoyé ce message. Alors que va faire François? François, il va prendre son message et il va crypter ce message-là avec sa clé privée. Il va ensuite envoyer son message et sa clé publique à Julie. Si Julie arrive à lire, à ouvrir le message et à le lire avec sa clé publique, ça prouve que François en est l'auteur. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour en venir, ça prouve quoi? Ça veut dire que seule la clé publique peut décrypter le message et crypter avec la clé privée. Ça permet aussi d'identifier avec certitude que l'auteur du message. Ça veut aussi dire que la personne qui a émis cette transaction, qui l'a signée, ne peut pas la répugner. Il ne peut pas dire non, c'est pas moi qui l'ai fait. Maintenant, on va parler de chaîne de transaction. Et on va revenir sur le principe de balance. Alors, pourquoi on parle de balance? Tout simplement parce que le protocole Bitcoin, quand on parle de balance, on parle d'entrée et de sortie. Des choses qui rentrent et des choses qui sortent. Donc, dans une transaction, là, j'ai illustré une transaction, il y a l'argent qui est émis par la personne.
je sais pas, par exemple, Michael, il veut m'émettre des bitcoins. Il va mettre dans la balance un certain nombre de bitcoins, et en sortie, ce sera pour moi. Donc là, j'ai pris un autre exemple. On va prendre une personne inconnue qui désire envoyer à Bob 14 bitcoins. Donc là, cette personne inconnue, dans la balance, a émis 14 bitcoins, et le destinataire de ces 14 bitcoins, c'est Bob. Là, jusqu'ici, tout va bien. L'exemple est ça. Donc, Bob a 14 bitcoins. Maintenant, dans la chaîne de transaction, on a Bob qui, du coup, veut envoyer ou émettre des bitcoins à Alice. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc Bob qui va émettre 14 bitcoins, mais dans les transactions ou dans le protocole Bitcoin, il est par souci de simplicité, l'ensemble des bitcoins de votre portefeuille doit être dépensé à chaque transaction. Si je possède 1000 bitcoins, je devrais les dépenser à chaque transaction. Alors on dit, comment ça? Je ne peux pas acheter juste pour un bitcoin? Si, on peut le faire. Et comment ça se passe? C'est un peu ce que j'ai essayé d'illustrer ici. C'est qu'au final, en entrée, on va mettre l'ensemble du portefeuille, hein, donc les 14 bitcoins. Bob a émis 14 bitcoins. Il va en émettre, là, sur les 14 qu'il possède, il va en donner 10 à Alice. Et il y a bien une sortie d'argent à destination d'Alice qui va être de 10 bitcoins. Mais je vais aussi m'auto-rétribuer de 4 bitcoins. Donc si sur les 1000 bitcoins, je vais en dépenser qu'un, je vais en dépenser un à destination d'autrui, et je vais m'en rétribuer, enfin je vais m'en redonner 999. Voilà comment ça se passe. Alors, ensuite, pour l'exemple, j'ai pris une troisième transaction dans laquelle quelqu'un a donné 2 bitcoins à Alice. Hein, c'est exactement le même schéma que le premier, ce qui va me servir pour la suite. Voilà, maintenant, Alice, au final, elle veut dépenser, ou en tout cas, elle veut envoyer à quelqu'un d'autre ses bitcoins. Alors, on aura, c'est pour ça qu'on part de balance, au final, je vais revenir là, on a une chaîne de transactions, c'est-à-dire que chaque transaction fait référence aux transactions passées. Et c'est le protocole qui ensuite s'occupe de calculer le montant disponible, donc la balance. Cette technologie-là, elle permet aussi de s'assurer d'une chose importante, c'est qu'un bitcoin n'est jamais dépensé deux fois. Un même bitcoin n'est jamais dépensé deux fois. C'est par cette chaîne de transaction qu'on permet de s'en assurer. Le protocole prend ça en charge. Maintenant, c'est bien beau, on a parlé des transactions, mais comment, on a vu qu'il y avait des nœuds, on est sur un réseau peer-to-peer, comment les transactions font pour se propager sur le réseau, comment tout ça se passe? Alors, je vais prendre le cas d'un nœud, donc d'un utilisateur, qui ici est au centre, qui a émis une transaction envers quelqu'un d'autre, peu importe qui c'est. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un émet une transaction, la transaction émise, ou en tout cas souhaitée, va être envoyée à l'ensemble des nœuds du réseau. Donc chaque nœud du réseau va recevoir la transaction qui a été initiée par un utilisateur. Ensuite, donc chaque nœud du réseau va posséder un certain nombre de transactions qu'on va dire en attente. Ces transactions ne sont pas validées, elles sont juste émises dans le but justement d'être validées après. Donc chaque nœud a en tout cas un certain nombre, un pool de transactions qui sont en attente comme ça et qu'il va falloir valider. Alors justement pour valider ces transactions et pour faire en sorte qu'elles soient vraiment inscrites, on a d'autres nœuds qui sont un peu particuliers qui s'appellent les mineurs. Les mineurs, leur but, c'est de prendre un certain nombre de transactions qui est présent sur un nœud, d'aller piocher ces transactions dans ces transactions qui sont en attente. On va prendre l'ensemble de un certain nombre de transactions, on va les regrouper dans un bloc. Ce bloc, une fois constitué, pour peu que le mineur ait réussi à générer ce bloc, on parlera après de comment on fait pour miner. Si le mineur a réussi à générer un bloc, il envoie ensuite à l'ensemble du réseau. Dans chaque nœud,
on va avoir, comme ceci, une chaîne de blocs qui va se créer, les uns à la suite des autres. Et c'est ce mécanisme de suite de blocs qu'on appelle la blockchain. Alors maintenant, un peu pour illustrer un peu plus ces propos, comment ça se passe. Voilà, on a ici un mineur qui a miné un bloc, qu'il a pris encore une fois dans les transactions d'attente. Il en a fait un bloc, il a réussi à trouver un bloc, il l'a miné. Donc il envoie à l'ensemble des autres nœuds du réseau. Un autre mineur un peu plus loin va trouver à lui également un autre bloc, et tous ces blocs-là vont se mettre les uns à la suite des autres. C'est ça le fonctionnement des blockchains. Alors maintenant, on va regarder ce qu'il y a dans ces blocs. On va s'intéresser un petit peu, on va rentrer un peu plus à chaque fois dans le détail de vraiment ce qu'on retrouve dans un bloc. Alors dans un bloc, en premier lieu, on trouve une en-tête. Ces en-têtes, c'est des informations vraiment génériques, comme l'heure de création du bloc, etc., etc. D'un eurodatage, etc. Un autre élément dont je ne vais pas parler tout de suite, et bien sûr les différentes transactions qui ont été piochées dans le pot commun. Après ça, on va retrouver une preuve de travail. Alors il faut savoir que pour pouvoir miner un bloc, le but du mineur, c'est de générer cette preuve de travail. Je vais en parler juste après. Mais cette preuve de travail, quelque part, elle est le reflet du contenu du bloc. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, j'ai pris un bloc, le bloc numéro 49, peu importe. Derrière ça, j'ai un bloc 50 qui vient à la suite. On a dit que les blocs se mettaient les uns à la suite des autres. Comment ça fonctionne? Pareil, j'ai une en-tête. Et là, ce que je vais retrouver, c'est le hash du bloc précédent. Alors, qu'est-ce qu'un hash? Pour ceux qui ne savent pas, et pour faire très simple, pour ne pas rentrer dans les détails, un hash, c'est ce que j'ai illustré ici, c'est une empreinte. Donc on a une certaine quantité de données, on en fait un hash, ça donne une chaîne de caractères, une chaîne sur 256 caractères. Et un bloc, si on en fait un hash, donnera une empreinte qui est unique. Si jamais je rejoue ce hash, je retrouverai toujours la même empreinte. Donc on retrouve dans le bloc qui suit un hash, donc une empreinte du bloc précédent. On va retrouver encore une fois les transactions, les nouvelles transactions qui ont été piochées, la preuve de travail, que je vais expliquer après, et etc., etc. Voilà comment se crée la chaîne de blocs. Alors si maintenant, parce que le but c'est, à chaque fois qu'on présente un système, c'est d'imaginer comment on peut le corrompre. Forcément, c'est le... Parce que si jamais j'arrive à le corrompre, j'arrive peut-être à pouvoir bénéficier. Donc l'idée là, imaginons j'ai un hacker, il veut corrompre une des transactions. Il veut récupérer plus d'argent que qu'une personne lui aurait émise. Il veut modifier cette transaction. S'il veut modifier une transaction existante, comme on a vu que la preuve de travail se basait encore une fois sur l'image du bloc, ça veut dire qu'ici, la preuve de travail doit être différente, donc doit être régénérée. Comme on a vu qu'ici, ça c'était l'image du bloc précédent, forcément, si jamais je veux falsifier cette transaction, il faut que je modifie ça, il faut que je modifie aussi ça, le hash du bloc, et ainsi de suite sur l'ensemble des blocs. Donc ça tend à dire aussi que plus un bloc est ancien, et plus la transaction est sûre. Mais voilà, c'est pour ça qu'on parle de chaîne de blockchain, c'est par ce biais-là que se crée la chaîne entre les mêmes. Alors, la preuve de travail. La preuve de travail, donc c'est le mineur, c'est le but du mineur. Pour pouvoir miner son bloc, il doit générer cette preuve de travail. Elle doit être compliquée à produire, mais simple à vérifier. Pourquoi? C'est parce que à chaque fois qu'un nœud accepte un bloc, eh bien, il doit vérifier que la preuve de travail qui a été émise est bien correcte. Et donc tous les nœuds
du réseau valide ces nouveaux blocs qui sont nouveaux. Alors comment ça se passe? Donc la preuve de travail du pot, on appelle comme ça. Encore une fois, hein, le Bitcoin, c'est que du hash. On passe son temps à faire du hash. Donc, cette preuve de travail, c'est, encore une fois, on crée une empreinte du bloc plus un nombre qui est complètement aléatoire. Donc, ce chiffre aléatoire s'appelle un nonce, mais ça c'est juste vraiment pour le jargon. Et tant que la preuve de travail est supérieure à une valeur seuil, alors on recommence. Donc c'est vraiment du brute force. Les mineurs, il n'y a pas d'algorithme compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à trouver un nonce qui nous permette de générer cette preuve de travail. Donc, de faire en sorte que ça, ce soit vrai. Que la preuve de travail soit supérieure à une valeur seuil. Enfin, inférieure. Cette valeur seuil, elle porte un nom, elle s'appelle la difficulté. Et cette difficulté, on verra après, varie en fonction de la puissance totale du réseau. Et ça, j'en parlerai après. Donc, voilà, une illustration, par exemple, de ce que fait un mineur. Là, on pioche des chiffres au hasard qui est sur la gauche. Ça donne donc un hash, plusieurs hash. Et il va essayer, il va essayer, il va essayer, il va essayer. Là, je suis en dessous de la difficulté, avec bien sûr le chiffre qui rentre forcément. Et au final, j'ai réussi, ça m'a permis de créer cette preuve de travail et donc de miner un bloc, d'obtenir un bloc. Il faut savoir que cette difficulté, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet d'auto-ajuster. Elle s'auto-ajuste en fonction, c'est le protocole qui la génère, elle s'auto-ajuste en fonction de la puissance du réseau. Forcément, si demain j'ai, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, un ordinateur quantique, là, on sort un truc qui nous permet de générer une puissance de calcul énorme. Si on arrivait à sortir ça, ça veut dire qu'en branchant cet ordinateur sur mon réseau, bah, ça veut dire qu'il n'y aurait plus que lui qui risque de trouver et donc de miner, et donc du coup de devenir carrément maître du réseau. Pour qu'on puisse... La sécurité du réseau Bitcoin, elle réside aussi dans le fait que personne ne possède plus de 50% de la puissance de calcul. Si jamais quelqu'un arrivait à obtenir ça, il pourrait quelque part refaire l'histoire ou recréer la chaîne. Et donc du coup, forcément, toute la sécurité du protocole tombe à l'eau. Donc elle s'auto-ajuste et elle régule aussi le réseau pour qu'un bloc soit miné environ toutes les 10 minutes. Alors pourquoi toutes les 10 minutes? C'est parce qu'on part du principe qu'il faut environ 10 minutes pour propager l'information entre les nœuds. Donc le minage. Le minage, pour récapituler, c'est le procédé par lequel les transactions Bitcoin sont propagées et sécurisées. Miner consiste à résoudre un problème mathématique en vue de produire une preuve de travail, ça on l'a vu. Et dès que la preuve de travail est produite, un nouveau bloc est créé et le mineur est récompensé. Ça c'est aussi bien sûr un élément important. Pourquoi les mineurs minent? Tout simplement parce que ça leur rapporte quelque chose. Un mineur aujourd'hui, ou un ordinateur qui trouve un bloc, il est récompensé d'environ 12,5 bitcoins. Je rappelle que le cours de Bitcoin est à 14 000 $. Donc ça devient intéressant. Et donc ça veut dire que beaucoup de personnes se sont mises à miner et donc forcément la puissance de calcul a de fait augmenté. Et qu'aujourd'hui, si avec votre ordinateur personnel, si vous commencez à miner, il y a peu de chances que vous réussissiez à passer devant d'autres fermes de minage, parce qu'il existe carrément aujourd'hui des fermes de minage avec des puissances de calcul incroyables. Il est quand même peu probable que vous arriviez, vous, à titre personnel, à miner quelque chose. Mais bon, si vous y arrivez, c'est déjà correct. Alors, autre chose dont je n'ai pas parlé, qui est important de dire, c'est que comment se crée la monnaie Bitcoin? Eh bien, elle se crée justement également par le minage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un bloc est trouvé,
Parmi les transactions qu'on va retrouver ici, il y a ce qu'on appelle une transaction Coinbase qui rétribue, la fameuse transaction qui va directement rétribuer le mineur. Cette transaction n'a pas d'auteur, entre guillemets. C'est comme ça que va se créer la monnaie, enfin le bitcoin. Donc on va avoir 12,5 bitcoins qui vont être créés de zéro. Voilà. Alors, dans l'esprit, il partait du principe, un petit peu comme les chercheurs d'or, c'est pour ça qu'on parle de mineurs, etc. Il partait du principe que le nombre de bitcoins est fini, tout comme la ressource en or sur la planète est finie. Et ça, on va en parler après. Juste ici d'ailleurs. Donc, je le disais, hein, le nombre de bitcoins en circulation est fini. En tout cas, le protocole prévoit déjà de mettre un plafond. On ne pourra pas miner plus de 21 millions de bitcoins. Ça, c'est déjà écrit aujourd'hui dans le protocole. On ne dépassera pas ce nombre de bitcoins-là. Et il est prévu d'y arriver d'ici 2040. Autre fois, je pense intéressante, c'est la puissance de calcul aujourd'hui utilisée pour miner du bitcoin. Alors par rapport à Google, si on prend la puissance des ordinateurs Google, pour leur data center, etc., ça représente à peu près 15% par rapport à la puissance mise à disposition pour le calcul du bitcoin. Donc si moi je voulais demain, ou un État voulait prendre la main sur le protocole sur la chaîne Bitcoin, je le rappelle, il faudrait que j'ai 51% de la puissance des calculs. Ça veut dire qu'il faudrait que j'ai quasiment 51 fois la puissance de Google en termes de calcul. Pour étayer un petit peu le propos, puisque c'est des choses qu'on entend aussi critiquer autour de la blockchain, je vais juste deux, trois chiffres. On ne sait pas exactement la puissance, donc on connaît la puissance de calcul, on ne sait pas exactement sa consommation énergétique, puisqu'on a vu finalement que les mineurs, ce qu'a pas dit Juan, mais ce qui était implicite, c'est que les mineurs, c'est une compétition. Donc tout le monde veut un bloc, et donc plus ça va, plus on veut de calcul, et plus on en met, et plus on en met, ben, plus ça consomme d'énergie. Donc aujourd'hui, le Bitcoin, la blockchain Bitcoin, aujourd'hui, ça représente au minimum 8 TWh par an. Parce qu'on sait aujourd'hui la puissance de calcul, la puissance de hash, on en parlait tout à l'heure. Donc on sait estimer la puissance de hash de la blockchain, et on prend les meilleurs outils de calcul qui sont des ASIC. Donc c'est des machines dédiées à faire du hash à tout rompre. Et ça consomme au minimum 8. Alors, la blockchain, elle n'est pas minée qu'avec ces bêtes de course-là, elle est minée aussi avec des ordinateurs, avec des cartes graphiques, avec d'autres composants qui consomment beaucoup plus. Donc on estime plutôt une consommation générale à 32 TWh par an. Donc qu'est-ce que ça représente, 32 TWh par an? C'est en gros un quart de la consommation du Danemark. Et ça correspond aussi à plus de la consommation de 159 pays mondiaux, individuellement. Donc c'est quand même colossal. Donc ce petit carré en bas, c'est pour donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, pour que les mineurs payent leur facture d'électricité derrière, ils doivent mettre 60% des bitcoins qu'ils ont générés, parce qu'on a vu qu'ils étaient rétribués, ils doivent les reconvertir en monnaie. Voilà. Donc ils ont 40% d'investissement aujourd'hui qui leur revient. Voilà, ça c'est pour avoir juste un ordre d'idée. C'est important pour la suite. Quand on parlera des projections après, c'est évoqué quand même comme un problème du C'est une moyenne, parce que le prix de l'énergie n'est pas le même selon les pays. Voilà, c'est une moyenne générale, exactement, tout à fait. En fonction si c'est de l'énergie fossile, si c'est une énergie renouvelable. Il y a des fermes, vous parlez de fermes, c'est-à-dire qu'il y a des regroupements qui se font, où on essaye de trouver une solution énergétique pour amener autre chose que du charbon pour faire tourner les ordinateurs. Donc voilà, ça reste une moyenne globale. Okay. Ouais. On va passer à la démo. Je te laisse la suite pour la démo. Ouais. Alors, et après cette démo-là, on aura
partie de questions-réponses, hein, parce que je pense qu'il y a des choses que je voudrais préciser, c'est pas toujours évident. Alors, l'idée de la démo, c'est de vous donner juste visuellement des concepts qu'on a vus juste avant. D'accord? Donc, je vais partir pas de la blockchain Bitcoin, je vais partir d'une autre blockchain dont on parlera après, qui est Ethereum. Je m'en sers parce qu'il y a des outils qui permettent de pouvoir le faire localement. Donc, je vais créer une blockchain. Donc, je vais me prendre pour Satoshi Nakamoto, je ne sais pas si vous venez au début. Donc celui qui a créé la blockchain, et donc je vais initier une chaîne. Donc l'idée, finalement, je vais créer un réseau comme ça, où je vais avoir 4 nœuds dans mon réseau peer-to-peer. Je vais avoir un nœud ici qu'on appelle le nœud racine, donc ça va être le nœud d'origine de la blockchain. Je vais créer un nœud, on a vu, qui est un nœud client, c'est-à-dire que ce n'est pas un nœud de minage, c'est juste un nœud qui est là pour voir ce qui se passe, pour faire des transactions. Donc client simple dans la blockchain. Et après, je vais créer deux mineurs qui vont se faire concurrence. Et donc, ils auront 50%. Donc, s'il y en a un qui fait 51%, ben, l'autre, il ne pourra jamais. Donc, on va le voir. Donc, c'est parti. Alors, j'ai raccourci un tout petit peu la démo en préparant des choses. Donc, parce que je ne vais pas vous demander de comprendre toutes les commandes que je vais passer, ce n'est pas l'intérêt. Donc j'ai un nœud ici qui est un nœud racine, un nœud client, et puis j'ai une interface graphique, ouf, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai initié une blockchain avec 2 portefeuilles, 2 wallets, pour rémunérer mes 2 mineurs. Donc aujourd'hui, on parlait de balance tout à l'heure, donc en haut, ce n'est pas des bitcoins, c'est des Ethers, on a une balance à 0, il n'y a pas d'argent. Voilà, il n'y a rien sur le système. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer 2 nœuds de minage, et puis on va voir ce qui se passe un petit peu sur la chaîne. Hop, hop. Donc je vais en démarrer un. Hop. Et puis je vais démarrer son concurrent tout de suite. Il peut y avoir un peu d'aléatoire. Alors, je vais rester un tout petit peu sur cette commande, c'est un petit peu barbare, mais c'est pas grave, on voit quand même des petites choses importantes. On voit qu'on a des petits marteaux ici, avec du minage. Alors là, il y a une notion importante, on dit, mais il commence à miner, mais il n'y a pas de transaction. Eh bien oui, en fin de compte, un mineur, il mine, qu'il y ait des transactions ou pas, il s'en fiche, il fait des blocs. Il fait des blocs vides, mais il fait des blocs. Voilà. Il est assez bourrin là-dessus. Et donc chaque mineur va créer des blocs, créer des blocs, créer des blocs. Et on voit ici, par exemple, qu'il y a des concurrences qui se créent. On voit une espèce de petit Y là. Et bien en fin de compte, on disait qu'il crée des blocs, il crée des blocs. Mais on dit l'histoire, elle est la même partout. C'est ce qu'on avait dit, la base de données, c'est la même sur tous les nœuds. Oui, sauf qu'il y a une espèce de concurrence, en fin de compte, qui se fait, où c'est celui qui a la chaîne la plus longue qui a gagné. Donc c'est celui qui mine le plus vite. D'accord ? D'où les 50% finalement qu'on voyait, on parlait tout à l'heure d'avoir 50% de plus de la puissance de calcul, c'est pour pouvoir avoir la chaîne la plus longue, pour pouvoir dire c'est moi qui ai l'histoire, la vraie, qui se passe sur la blockchain. Alors on va regarder au niveau de l'interface graphique. Voilà, donc on commence à voir, voilà, nos mineurs, ils commencent à trouver des blocs et ils commencent à être rémunérés. Donc on voit de l'argent ici arriver, donc mon mineur 1, ça y est, donc il est rémunéré de 3 Ethers par bloc trouvé. Donc voilà, normalement ça devrait bouger en direct. On va pas attendre. Donc voilà, donc là on est en train de créer de l'argent, mais on n'a pas fait de transaction. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un compte. Voilà, moi je suis client de la blockchain, je voudrais créer un compte pour avoir des sous et pouvoir les dépenser. Alors on voit que ça bouge. Donc tout simplement, je vais créer un portefeuille qu'on a vu tout à l'heure, clé privée, clé publique, etc. Donc ce que je fais là, j'utilise Ether, mais c'est la même chose sur le Bitcoin. Il n'y a pas de chose particulière. Donc là, ça me dit un petit message. C'est ce que disait tout à l'heure Gwenel. Pensez bien à sauvegarder votre clé privée, parce que si vous la perdez, vous accédez plus à votre portefeuille et c'est terminé. Donc ça, c'est la responsabilité de chacun
qui crée quelque chose sur la blockchain, d'avoir... Voilà. Donc, hop. On va l'appeler Gwen. On a de la chance. Voilà, donc, là, pour avoir de l'argent, je vais devoir m'adresser aux mineurs, puisque c'est eux qui possèdent l'argent. D'accord? Donc ils minent pour justement ce qu'on disait tout à l'heure, gagner de l'argent, mais pour gagner de l'argent, il faut qu'ils la revendent à quelqu'un. D'accord? Donc c'est par cette opération-là, finalement, c'est en ayant des clients qu'ils peuvent gagner de l'argent sur ce qu'ils ont réussi à miner comme bloc. Donc je vais me transférer de l'argent, j'ai mineur 2, hop, et je veux 2 bitcoins, tout simplement. Et puis, alors, on voit une notion importante ici, c'est les frais de transaction. Donc on disait tout à l'heure que l'argent sur la blockchain il était fini. Donc ce qui veut dire que les mineurs aujourd'hui gagnent de l'argent parce qu'ils en créent. Au bout d'un moment, on n'en créera plus. Donc les mineurs ils gagneront plus d'argent en créant des blocs. Donc comment, à ce moment-là, ils vont continuer à valoriser leur travail? Il y aura des frais de transaction, tout simplement. Et donc ce sera l'offre et la demande qui réglera le prix des frais de transaction. Hop, allez, j'envoie la transaction. Voilà, j'ai reçu 2 Ethers. Alors, ce qui est important de voir, on va le regarder ici, bon, j'ai des anciennes transactions, mais c'était pour test, on voit très très légèrement quelque chose qui est important ici, on voit une petite barre de progression. C'est quoi cette barre de progression? Eh bien, il faut regarder à droite, c'est 2 sur 12 confirmations. On disait tout à l'heure que une transaction, elle était intégrée dans un bloc. Et ce bloc-là, on a vu qu'il y avait une concurrence finalement. Donc à un moment, il faut que notre bloc il soit confirmé. Pour qu'il soit bien confirmé, on va attendre qu'il y ait plusieurs blocs devant nous qui font que finalement la transaction va être sûre. Donc on va attendre, là, on a défini un ratio en disant qu'au bout de 12, on considérera que notre transaction elle est vraiment définitive sur la blockchain, elle est inscrite et on ne pourra plus la changer. Voilà. Donc sur le Bitcoin, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un bloc toutes les 10 minutes, c'était le réseau qui régulait ça. Donc on attend 10 blocs par exemple. Bon, vous voyez le temps qu'il faut pour confirmer une transaction. Donc le côté immédiat dans la blockchain, il n'existe pas. C'est pas qu'avec une carte bancaire où on met et hop, on a fait notre transaction et elle est confirmée. Il y a un temps d'attente, un temps de confirmation. Ouais. Donc on va chercher une pizza en Bitcoin, pas de problème, on peut perdre le risque. On va acheter une Tesla, on va peut-être attendre 1 heure avant de partir avec. Il faut attendre qu'il y ait à peu près 6 bitcoins, 6 blocs. 6 blocs, bien sûr à raison de 10 minutes par bloc, ça fait à peu près. Voilà, il y a temps de prendre un café. Et ça fait partie des limites de la blockchain, enfin du Bitcoin, c'est pas parler de la blockchain, du Bitcoin qui sont connues. Et c'est des choses justement qu'on va voir après à résoudre ou à améliorer ou à optimiser. Voilà. Il y a un petit concept là. On a vu tout à l'heure, j'en profite puisque je le vois, qu'un mineur était récompensé de 3 Ethers. Ok. Pourquoi on a des chiffres derrière la virgule? Mais qu'est-ce qui se passe en fin de compte? C'est qu'à un moment, là, ce qui se passe, c'est qu'on a deux mineurs qui ont trouvé un même bloc au même moment, et puis il y en a un qui a eu raison. Et donc l'autre, il a miné, mais en fin de compte, l'autre, il est passé devant, et ce qu'il a miné, il l'a perdu. Donc en fin de compte, il est rétribué, le mineur, que quand son bloc est confirmé. D'accord? Sinon, il perd les sous. Donc ça peut monter, tout d'un coup, ça peut descendre, parce que c'est l'autre qui a eu raison, etc. Donc c'est une concurrence en permanence sur le réseau. Sur Ether, mais ce qui n'existe pas sur Bitcoin, sur Ether, celui qui a miné un truc, et puis on lui a dit son bloc, il n'est pas bon, on lui laisse quand même un peu d'argent, on n'est pas cher. Voilà, on a des petits chiffres derrière la virgule. Voilà, d'où ces chiffres qui arrivent là, c'est quand on a de la concurrence et on a un petit peu de rémunération qui arrive quand même à nos mineurs. Voilà, ça c'est une démo très simple, c'est juste pour poser les grandes idées, pour visuellement avoir quelque chose de tout ce qu'on a dit avant.
Donc là, on retrouve les notions de portefeuille, les notions de mineur, les notions de réflexion, comment on crée l'argent, comment on se l'envoie. Donc voilà. Voilà. Donc on va faire notre petite pause qu'on avait prévue de questions-réponses. Et on reprendra ensuite. Voilà. On va partir sur une dizaine de minutes pour la question-réponse.